Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission quotidienne, votre émission de débat constructif, le scanner. C'est parti pour ce deuxième numéro de la semaine à la clé qui a falsifié la signature du président de la transition, ou tout au moins qui a inséré le nom du conseiller principal, précédemment responsable des systèmes business intelligence, Morgan Stanley, banque d'investissement à Montréal, sur le décret du 25 janvier 2023 portant nomination des hauts cadres au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Une question qui mérite tout son pesant d'or. Sur deux documents dont nous détenons copie, deux signatures vraisemblablement similaires mais qui suscitent des interrogations. Si sur le premier il y a deux cadres nommés, sur le second on constate le nom de trois, un décret, une date, mais un nom inséré et des signatures différentes. Qui l'aurait cru sous le CNRD? Nous passons au scanner ces deux documents dans cette émission. Et puis, projet de loi de finances rectificative 2023, le gouvernement de la transition a présenté le document aux conseillers nationaux hier lundi. Au cours de cette plénière, le ministre de l'économie a indiqué que l'élaboration de ce projet de loi des finances rectificative 2023 se justifie entre autres par la révision à la hausse du taux de croissance économique à 6,1% contre 5,7% du PIB initialement prévu au moment de l'élaboration de la loi de finances initiale 2023. La baisse des ressources allouées au fonds d'investissement minier qui passe de plus de 189 milliards de francs guinéens à plus de 143 milliards de francs guinéens. Et dans le volet dépenses d'investissement public, il se chiffre à plus de 13 712 milliards contre plus de 13 748 milliards prévus en loi de finances initiale LFI, soit une baisse de 0,3%. Quant au projet d'investissement public PIP, il est financé sur ressources propres pour plus de 6 700 milliards, y compris les droits et taxes, soit 49,3%, et par les ressources extérieures pour plus de 6 900 milliards de francs guinéens, soit 50,7%. Mais ce projet sera-t-il adopté vu la récession économique? On en parle dans cette émission. Le scanner. Et depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, le pays est en chantier avec plusieurs projets routiers en cours, sans pour autant tresser les couronnes au CNRD. S'il y a un secteur qui mérite des applaudissements sous cette transition, c'est bien celui des infrastructures et des travaux publics. Le manque d'infrastructures routières était mal qui est en train d'être extirpé par le gouvernement de transition. Il faut le dire, à Conakry par exemple, beaucoup de voiries ont été ouvertes, la mobilité se déconcentre peu à peu, les défis sont énormes, mais il y a des résultats à saluer. Dans ce numéro du scanner, nous toucherons les projets routiers réalisés par le CNRD, le projet de bitumage et d'aménagement 2x2 Kagbelen-Kouria, le projet de réalisation de la route d'Alaba-Pita et Labé jusqu'à la route nationale numéro 7, Kankan-Mandiana. Et notre invité de ce mardi est monsieur Mami Kondé, il est le directeur national des routes
route nationale. Avec lui, nous échangerons sur les efforts et les ambitions du département des infrastructures et des travaux publics. En bonus, nous parlerons également de la marche rouge des femmes de Kindia qui réclament le départ des autorités communales, également de la suspension du site Dépêche Guinée et de son directeur de publication, Abdoulatif Diallo. Installez-vous confortablement. Tout à l'heure, on ouvre le débat dans cette émission Le Scanner. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Et de nous rejoindre sur l'ensemble synchronisé. Merci de nous rejoindre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous suivez à travers notre radio Kavi FM, la 89.5 en bande FM. Vous nous regardez via la télé Kavi TV ou sur nos différents réseaux sur Facebook, Flash Guinée, groupe Kavi Média, sur YouTube également. Vous pourrez nous regarder également sur Kavi Média. Vous pouvez nous suivre en direct dans cette émission sur siaminfo.com, notre site de prédilection évidemment pour les dernières news. Je vous le conseille, en tout cas je vous le conseille vivement parce que c'est un site, il faut en tout cas applaudir pour tous ces reporters, tous ces journalistes qui se battent de ce côté pour nous offrir des informations fraîches. L'équipe dirigée par Ouria, il faut le dire. Yaya Diallo, l'équipe du jour, bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour à tout le personnel des Kavi Média. Akil Ali Badara, l'ambassadeur de l'Axe, bonjour. Bonjour l'original des photocopies, bonjour à tous les auditeurs. Ah bon, aujourd'hui je suis flatté, c'est pas con. Non, le monsieur il est incroyable. Oui, on parle de ce sujet bonus, c'est la suspension du site Dépêche Guinée et de son directeur de publication. La nouvelle est tombée hier tard dans la nuit d'hier au journal télévisé, au journal de la RTG si je me le permets, la radio-télévision guinéenne. Par rapport à cette situation, on avait débattu de ce problème même, de cette enquête ici dans ce studio, entre le bras de fer entre le barreau de Guinée, où les anciens bâtonniers et les candidats du CAPA. Effectivement, certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Oui, c'est hier, on l'a suivi tous au JT du 21, du 20h30 au niveau de la RTZ. Oui. Et j'ai quand même été surpris quand même d'apprendre une telle décision d'une suspension de mois et le site et son directeur de publication, en l'occurrence Latif. Évidemment, on a parlé de ces sujets il y a de cela 2 semaines ici dans ce studio, s'agissant de cette prétendue magouille ou de cette corruption qui gangrénait, qui caractérisait, disons, cette sélection d'un certain nombre de candidats à la profession d'avocat. Oui. Et je crois que nous l'avons vu, et c'est écrit noir sur blanc, et c'est quand même quelque chose qui crevait les yeux. C'est une réalité. Oui. Comment on en est arrivé là, c'est la question qu'on se pose. Comment la HAC quand même a pu ou a su trouver d'autres problèmes, d'autres fautes liées, parce que c'est ce qui a été... On ne parle de fautes professionnelles. On parle de fautes professionnelles. On dit que c'est un genre journalistique qu'il a mélangé, selon la HAC, de genre journalistique, parce que le compte-rendu serait différent, ou est différent même de l'enquête. Là, il n'était pas là en tant qu'enquêteur, mais plutôt il a fait un compte-rendu, et dans ce compte-rendu, on estime qu'il n'a pas respecté les b.a.-ba du journalisme. Notamment l'éthique et la déontologie, et je pense que la main de la HAC a été assez lourde pour, disons, prononcer une telle sanction à l'endroit d'un confrère. Donc j'estime que la HAC doit en tout cas revoir c'est la haute autorité de la communication. Doit revoir sa copie par rapport à tout cela. Et puisque déjà, même les principaux concernés ont tenu une conférence de presse, ceux qui disaient être un peu lésés dans leurs droits par rapport à leur admission à la profession d'avocat, ont quand même, disons, confirmé tous ces propos qui figuraient dans ce document qui a été publié par notre confrère Latif. Donc c'est pour autant dire qu'il y a assez de choses qu'on nous débat là-dedans, et je crois que
certainement, les mois, les semaines à venir, on verra très bien que, puisque on ne peut pas quand même cacher. Évidemment, on ne peut pas. Il y a cette liberté qui régit la profession de journalisme. On a cette loi, la L002. Bon, on comprend un peu. C'est la HAC, c'est la haute autorité de la communication. On n'est pas surpris. Ce n'est pas le premier journaliste à être sanctionné. On a vu un confrère Fali Guilavugui, on a vu Lincoln ici, qui a été suspendu à un certain moment, Habib Marwan. Donc, ce n'est pas une première. Peut-être que, comme on l'a dit, il faudrait que nous, journalistes, nous soyons quand même prudents dans ce que nous faisons et que nous évitons de nous retrouver dans ce genre de situation. En tout cas, nos pensées à Abdul Latif et on espère qu'il va rapidement surmonter cette décision. On va dire que ce moment très très difficile pour lui et son site. Oui, Ali Badara, il y a le Rémiki, dirigé par notre confrère Mbonnet, qui organise même une conférence de presse à cet effet. Mbonnet qui ne comprend pas cette situation. J'ai eu quand même à échanger avec beaucoup de journalistes qui se posent des questions sur pourquoi cette décision, puisque les deux parties ont été entendues, même s'il n'y a pas eu confrontation. Bon, vous savez, le journaliste, notre confrère Abdul Latif Diallo est victime d'un acharnement qui ne dit pas son nom. Moi, je le trouve ainsi. Pas forcément. Non, mais si il est victime de ces enquêtes. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des journalistes aussi qui mène des investigations, qui nous rappelle... L'un des meilleurs journalistes d'investigation du pays. Qui nous informe de tout ce qui se passe aujourd'hui. Cette malversation financière et les non-dits dans ces histoires. Et si aujourd'hui, la HAC décide de le sanctionner, on ne le sanctionne pas parce qu'il a commis une faute. On ne le sanctionne pas parce qu'il a fait des erreurs. On le sanctionne tout simplement parce qu'il a mené une enquête qui d'ailleurs a été confirmée par, je crois si c'est Kappa ou Copa, je ne le sais, je ne sais pas, Kappa, qui ont confirmé l'information donnée par notre confrère. Mais en ce qui concerne la HAC, je ne suis pas épaté parce que ce n'est pas une première. Vous vous rappelez, moi j'ai été ici interpellé, convoqué même à la HAC ou oui, mais oui. Toi, tu es une habitude. Non mais sérieux, juste parce que je couvre les manifestations, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit il ne faut pas publier ce que font les agents. C'est ce qu'on m'a dit. Et on t'a posé la question que signifie nada. Exactement. Un commissaire même est allé me demander qu'il ne sait pas c'est quoi nada. Nada, ça veut dire rien. Genre rien. Vous comprenez? Moi, je comprends la composition. Non, mais c'est sérieux. Je comprends la composition de la HAC. Parce que vous n'êtes pas... C'est des confrères, attention. Non, je sais. C'est des confrères. Et j'ai un respect monumental pour ces conseillers. Non, il faut le dire. J'ai un respect monumental pour le président Yassi. Cet esprit de confraternité. Respect monumental pour les autres conseillers. Amadou Touré, on a notre professeur Bouya, et il faudrait faire attention. C'est des professionnels. Ça ne veut absolument... C'est vrai qu'à un certain moment, l'homme n'est pas parfait, Abdallah, mais c'est des professionnels. Attention ça à ce que nous disons. Ça ne veut absolument rien dire. Ah bon? Un commissaire qui porte 2 étoiles, qui se permet de te demander c'est quoi nada, s'il sanctionne un autre journaliste, ne sois pas étonné. Non, nada, je comprends, je connais la composition. Nada, c'est pas français. Hein, d'accord. Moi, je suis... D'accord. Je finis. Je finis. Moi, je comprends la composition de la HAC. Ouais. Au sein de la HAC, il y a des gens qui ne sont pas professionnels, qui n'ont pas fait le métier de journaliste. Oui, c'est des gens il y a des gens qui n'ont pas fait le métier de journaliste. Mais qui ont fait communication. Ils n'ont pas... Mais la communication, si vous n'avez... Attendez, je finis. Je finis. Attention. Il y a des gens qui ont été recommandés par le RPG Arc-en-Ciel. C'est pourquoi il y a assez d'acharnement. C'est les mêmes personnes qui sont aujourd'hui au sein de cette même institution qui sont en train de faire les affaires de la présidence. Latif, ce n'est pas une première, ce n'est pas une deuxième. On cherchait sa tête bien que tant d'autres journalistes, mais c'est Latif qu'on a pour le moment vu. Peut-être que moi, après l'émission, le commissaire, il va m'interpeller encore. Non, il va pas t'interpeller. Non, pour me dire, laisse l'histoire de... Personne ne va t'interpeller. C'est ça, aujourd'hui. Tu vas laisser ton nada, parce qu'on n'a pas besoin d'entendre nada. Oui, l'autre sujet bonus, rapidement.
rapidement, Yaya, parce qu'on me signale que l'invité est déjà dans nos locaux. On parle de cette marche, cette marche rouge des femmes de Kindia. Du côté de Kindia, c'était quand même chaud hier. La journée d'hier a été mouvementée du côté de Kindia où les femmes vendeuses réclament le départ de l'autorité communale suite à un bail. On nous apprend, ou en tout cas la surfacturation, je ne sais pas trop, mais on parle d'abord de bail. Oui, Yaya, de ce côté, qu'est-ce qui se passe réellement à Kindia? Vous savez, c'est des problèmes assez fréquents dans les différentes mairies. C'est là aussi, je crois qu'on va s'intéresser à cela. Ouais. C'est le même problème à Bonfi, c'est le même problème à Ratoma ici. Dans le marché de Koloma, cette problématique a été posée. Et c'est presque le même ici à Matoto. Vous vous rappelez très bien qu'entre le maire de Matoto et un certain nombre de commerçants, je crois que c'est le même problème aujourd'hui qui se transporte du côté de Kindia. C'est pour autant dire que nos élus locaux, tout ce qui les intéresse, c'est ce bail-là, puisque c'est dans ça qu'il engrange de fonds, en complicité avec certains gros commerçants, excusez-moi de le dire comme ça, et c'est comme cela qu'ils traitent en connivence avec leur tutelle, ça s'est dit comme ça. Donc, parce que s'agissant de ce dossier de Koloman, on avait voulu effectivement en savoir un peu davantage, mais vous posez la question à qui des droits et personne ne répond. Personne ne vous répond. Il n'y a pas d'interlocuteur. On dit que c'est au niveau de la mairie. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que la particularité de cette situation du côté de Kindia, c'est qu'on a vu quand même hier une forte mobilisation de femmes de Nabaya, vêtues à rouge. Pas de Nabaya, attention. De la ville des Agrumes. Du Kania. Du Kania. C'est un peu similaire. Je vous en prie. Tu ne connais pas. Tu t'es limité à Conakry seulement. Allez, voilà. Ça se comprend. De la ville des Agrumes. Du Kania. Kania Soli. Kania Soli. Voilà, donc c'est pour autant dire que c'est quand même quelque chose qui m'interpelle par rapport surtout à leurs vêtements, les femmes qui étaient vêtues en rouge. Ça me rappelle le 27 août 1977. Je l'ai rappelé hier. Moi, ça me rappelle juste un peu quelques mois avant le départ d'Alpha. Vous vous rappelez très bien qu'il y a eu assez de femmes du côté de Djirekore qui sont sorties avec deux balais. Avec deux balais, oui. Vous avez vu, oui, c'est cela. Yaya ne crée pas de pont. Non, mais je ne crée pas de pont. Yaya ne crée pas de pont. J'analyse. Non, là, ne crée pas de pont. Je suis en train d'analyser. Okay, je te comprends. Avec des éléments comparatifs. Oui, ça s'est passé. Oui, en tout cas, ne crée pas de pont. Bon, pas du tout. Ça se passait de côté de Kindia. Et moi, ce qui m'avait effrayé, c'est que les femmes étaient tellement surmontées par rapport à ces autorités communales qui apparemment sont pleinement dans cette magouille qui ne dit pas son nom, et au détriment aussi aux véritables concernés, puisque les femmes, le marché, c'est pour les femmes, presque. Donc, moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait ce qu'on appelle une entente entre la mairie et ces différentes femmes qui, quand même, il faut le dire, sont en train de joindre les deux bouts tous les jours, quotidiennement, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Moi, j'ai entendu beaucoup de femmes dire ici, c'est dans ça qu'elles paient la scolarité de leurs enfants. Elles parviennent quand même à subvenir à leurs besoins. À leurs besoins fondamentaux. Donc, vous imaginez si on arrive, pour une question ou pour une autre, à mettre fin à cela. Je crois que c'est plusieurs familles qui sont complètement, disons, exposées à des situations incertaines. Donc c'est pour autant dire que c'est une situation qui doit interpeller au plus haut sommet de l'État pour que ces femmes-là soient complètement rétablies dans les fonctions. Oui, Akila, en 2 mots. Si l'information, surtout, si les accusations, elles s'avèrent, il faut traquer ces maires, le maire et ses complices. Mais il ne faut pas craindre une délégation spéciale de ce côté. Même pas craindre. Parce que la main de Morikone ne tremble pas. C'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Parce qu'on ne peut pas voir ces femmes. C'est normal. Mais c'est normal. Vous savez, il y a un problème. Oui. Moi, je dis que c'est normal. Ça ne m'étonne pas. Si vous prenez... Parce que j'ai vu ces femmes. Ouais, très remontées. Qui avaient barricadé presque toutes les routes de Kindia. Les gens marchaient à pied. Et ils ont scandé des propos vêtus de rouge, et puis très rouge, qui interpellent autrement. Parce qu'on se rappelle, quand les femmes ont manifesté contre le pouvoir de Sékou Touré, elles portaient aussi comme ça des chemises rouges, et surtout des foulards aussi à la même couleur, que ça interpelle le colonel. J'en passe. Je dis, le ministre Morikone doit tout faire
pour mettre de l'ordre dans la cité. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de maires voleurs. Oui. Il faut avoir des preuves. Non. Attention. Je sais ce que je dis. Attention. Je sais ce que avoir des preuves. Je sais ce que je dis. Okay. Il y a assez de maires voleurs. Il y a assez de maires qui sont aussi cités dans de telles malversations. Pas que seulement les ministres. Donc le ministre doit prendre sa responsabilité. Il doit essayer d'interpeller le maire et ses acolytes. Bien. Si les accusations qui sont données, si elles s'avèrent, il faut traquer ces maires, mettre devant les juridictions. Sans transition, nous allons passer à cet autre sujet qui a falsifié le décret du 25 janvier 2023, décret portant nomination des cadres au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Nous posons le débat parce que sous nos mains, nous avons deux documents différents. Il faut le dire, avec deux signatures différentes. Dia et Diallo, on s'est intéressé à ce sujet. Un gros scandale qui fait déjà effet dans la cité. Ça parle en sourdine et il faut quand même savoir ce qui s'est réellement passé de ce côté. Oui, effectivement, hier nous avons été. Cette information nous est parvenue hier où on a des documents à peu près similaires mais avec un contenu absolument différent. Nous avons le premier document qui parle de conseils. Oui, et je vais demander à la régie de nous publier d'abord. Ça, c'est le premier décret. Ça, c'est le premier décret. Le premier décret lu à la RTG le 25 janvier 2023. Dans ce décret, on peut lire, notamment pour ceux qui nous suivent sur notre page Facebook, conseillère, les hauts cadres dont les noms et prénoms suivent, sont nommés dans les fonctions suivantes au sein du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Conseillère chargée des questions économiques, postale et de la prospective, Madame Salematou Kondé, précédemment directrice nationale des TIC au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Conseillère chargée de mission, Madame Assatou Louba Diallo, précédemment attachée de cabinet au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Administration du Territoire. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. On a créé le 25 janvier 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. Ça, c'est le document officiel. Oui, ça, c'est le document officiel. Le décret qui a été lu à la RTG à la RTG, c'était ce jour. Sauf que, après ces documents, on en a vu un autre document contenant 3 noms, dont, disons, le conseiller principal ou personnel. Conseiller principal, M. Ali Sherif Aïdara, précédemment responsable des systèmes business intelligence, Morgan Stanley, banque d'investissement à Montréal. D'où la falsification. En tout cas, d'où des questions. On se pose des questions. La falsification. Qui a inséré ce nom? Puisqu'il y avait de noms. Et surtout au niveau des signatures, j'aimerais que la réalisation pose les deux documents pour qu'on puisse voir une large différence entre les deux signatures, c'est-à-dire la première signature qui se trouve sur le premier décret où se trouve qui regorge les deux noms, et l'autre document, 3 noms avec une autre signature. Donc si nous devons observer de près ces deux documents, vous comprendrez, pour les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent, vous comprendrez qu'il y a une très grande différence, Diallo. Oui, il y a une véritable différence, c'est-à-dire on n'a même pas besoin d'avoir, disons, une loupe pour voir clairement qu'il y a absolument une falsification là-dedans, et c'est pour autant dire que nous sommes dans une situation assez dangereuse. Si on est arrivé à tel point qu'il y a des individus ou des proches du président qui peuvent prendre un tel risque, disons, de falsifier son décret pour en faire autrement, je pour autant dire que, parce qu'à ce que nous cherchions, jusqu'à date, le seul qui a un pouvoir décrétal dans notre pays reste de maire le colonel Mamadi Doumbouya. Si dans une telle circonstance, il y a des gens qui peuvent s'en approprier de sa signature et en faire une falsification, c'est pour autant dire que nous sommes dans une situation assez scandaleuse, et j'estime que, puisqu'il y avait des noms qui ont été cités, il y avait le nom du ministre des Postes et des Télécommunications qui a été cité là-dedans, et on n'a aucune confirmation lui concernant, mais je pense que personnellement, c'est mon analyse à moi, sans pour autant prendre la défense de qui que ce soit, il me paraît possible, assez difficile, voire impossible, que le ministre des Postes de Télécommunications, quel que soit par ailleurs ses acquaintances ou, disons, ses liens avec le président, qu'il puisse s'atteler à cela et avoir une telle possibilité de falsifier la signature. On a déjà les deux documents.
la signature du président. Vous pouvez voir les deux signatures. Vous pouvez voir le B qui sort, on dirait il y a un B sur le deuxième document, tandis que sur le premier, on ne constate pas la présence soit d'un 8 ou d'un B à la fin. Vous voyez déjà le point où il se trouve. Et la signature sur le premier document touche carrément le nom du colonel Mamadi Doumbouya. Sur le deuxième, la signature ne touche pas le nom. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a un sérieux problème. Même au niveau des dates, regardez un peu la couleur des deux dates. Le 25 janvier, la couleur est un peu très lourde de ce côté, au niveau de ma gauche. Très trempée, trempée, merci de me prêter le mot. Et de l'autre côté, on a comme une falsification. Donc de ce côté, il est important d'attirer l'attention des autorités sur ce qui se passe de ce côté. Qui l'a fait? On nous signale de sources très proches que cela s'est produit du côté du secrétariat général du gouvernement. On n'a pas de preuve. Juste placer ceci. Vous savez, sous Alpha aussi, il y avait ce problème qui était passé ici. Moi, j'ai échangé avec quelqu'un qui était promis à être ministre dans ce pays-là. Mais ce monsieur m'avait confié, il m'avait fait comprendre que il y a une falsification jusqu'à la veille de la publication de ces décrets. C'est son nom qui figurait. Il devrait être ministre de la communication. S'il nous écoute, il peut se reconnaître. Il devrait être ministre de la communication. Normalement, à la dernière minute. À l'époque, à la dernière minute. Et il accusait à l'époque, c'est le ministre secrétaire général à la présidence qui était en l'occurrence Kiridi Bangoura. Et on l'accusait, pas que celui-ci. Vous vous rappelez très bien que même Tidjane War Music aussi, il avait dit ici, il devrait être le ministre de la culture et que toute la falsification est partie au niveau du secrétariat général de la présidence. Je pense que tous les décrets passent là-bas et j'estime que c'est cette option qui peut être plausible. Hein. Oui, Akila, rapidement, puisqu'on parle de ce dossier, je sais que tu es très armé de ce côté, on t'écoute. Hein. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est réellement passé, la falsification de la signature du président de la République. Ça veut dire que nous vivons déjà avec des bandits à col blanc. Ils sont nombreux. Là, il faut le dire. Oui, parce que la personne qui l'a fait est un grand bandit intellectuel. On doit interpeller cette personne, l'arrêter. La signature du président de la République, parce que quand vous regardez les deux signatures, vous comprendrez qu'il y a une surcharge qui ne dit pas son nom. Premièrement, le secrétariat général à la présidence réfute d'ailleurs la responsabilité parce que c'est le secrétariat même qui a mené ces investigations. C'est le secrétariat à la présidence ou du gouvernement? Du gouvernement, pardon. Il y a deux secrétariats. Ce n'est pas que le général Amara tombe sur attention, le SGG. Oui, c'est le secrétariat général du gouvernement. Il faut éviter Amara. Il faut l'éviter. La nomination de 3 cadres. Comme pour vous dire que cette personne avait déjà prévu cela. Premièrement, on nomme une dame. Deuxièmement, on nomme une dame. Mais le premier nom qui était cité était ce monsieur conseiller national, Chérif Haïdara. Conseiller principal, qui est Chérif Haïdara. Le SGG, quand vous prenez la forme de son communiqué, les numéros sur les deux papiers, vous comprendrez que la personne là aussi automatiquement changé. Mais qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'il faut que les gens comprennent. Nous ne sommes pas en train d'accuser. Mais on dit, le décret dit, il s'agit d'une falsification de signature du président. Le 10 janvier 2023, le PR a procédé à la nomination de 3 cadres au sein du département de Ousmane Gawal Gallo. OGD en abrégé. Nous voulons donc savoir, est-ce que c'est le ministre qui a falsifié la signature du président ou est-ce que c'est un autre responsable du SGG qui a fait la falsification? Parce que le F et le SGG refutent déjà le secrétariat général du gouvernement refute cette responsabilité. Pour le moment, nous n'avons pas suivi la sortie du ministre parce que n'oubliez pas que c'est son ministère qui est accusé. Et dans le même communiqué, on dit que c'est quand la personne est venue pour revoir la paye qu'il a trouvé qu'elle a trouvé qu'elle était nommée
au poste de conseiller principal, c'est là qu'il a trouvé que son nom figurait sur le décret. Parce que le décret, lui, à la télévision nationale, il n'y avait pas le nom de Chérif Aïdara, c'est ça la vérité. Exactement. Ou est-ce que c'est la personne qui a ce jour présenté le journal qui a fait une erreur? Non. C'est une question que je me pose. Bien. Parce que je sais que si vous lisez, si on s'en tient d'ailleurs à ce communiqué du SGG, vous comprendrez que cette magouille vient du département d'Ousmane Gawal Gallo. Oui, parce que pour illustrer, allez-y. Pour illustrer, le SGG rappelle qu'il serait mieux de se connecter sur le site officiel d'abord du secrétariat où vous trouverez le premier décret authentique. Ou à donc défaut, le décret sans le nom de monsieur Ali Chérif Aïdara. Exactement. Bien. Non, ça c'est le nom de Chérif, le vrai décret. Hein? Attention. Le décret qui a été falsifié. Je veux comprendre. Allez-y. Entre le décret où se trouvent les trois noms et les deux noms, quel est le vrai décret? Le vrai décret, c'est les trois noms. Chérif Aïdara figure sur cette liste. Selon le secrétariat général du gouvernement. Donc, au département d'Ousmane Gawal Gallo, on a trouvé que deux noms. Celle de la dame Bibatou, je crois. La réalisation va nous donner l'autre décret. Le premier décret, à gauche, hein, il va comprendre certainement. Là où se trouve la conseillère chargée des questions. En fait, je veux qu'on zoome pour que les gens... L'autre avec deux noms. C'est ça le... C'est pas grave. On dit conseillère chargée des questions économiques, postale et de la prospective. Madame Salema Toukondé, elle figurait. Maintenant, on dit conseillère chargée de mission, Madame Assatou Louba Diallo. Elle figurait aussi. Elle figurait. Tous les noms figuraient. Seulement, il y a un nom qui a été omis. Exactement. Ou inséré, c'est ça le problème. Exactement. Vous voyez la signature le 25 janvier 2023. Comment ce bandit a aussi contourné oui, voilà. Je commence à comprendre. Exactement. Là, je commence à comprendre. Allez, Baba, ramène-nous l'autre image. Là, je commence à comprendre. C'est comme si sous le 5, il y a un 7 qui existe. Exactement. Et avec là, c'est grave. Avec la signature du colonel, cette signature-là n'appartient pas au colonel. Si on nous renvoie le deuxième décret, le deuxième papier, vous comprendrez, et si vous regardez la forme, vous comprendrez que cette signature qu'on nous montre là n'appartient d'ailleurs pas au colonel. Bien, vous voyez cette autre signature qu'on a écrit le 25 janvier 2023. Où le stylo, où la signature ne touche pas le nom du colonel. Ne touche pas le nom du colonel. Maintenant, l'autre signature, vous comprendrez aussi que cette personne, intelligente qu'elle soit, a tout transformé. Regardez le document. Donc, au ministre Ousmane Gawal Gallo, nous ne l'accusons pas. Et nous ne sommes pas en train de l'accuser. Il faut dire qu'on va faire un tour du côté du ministère des Postes et Télécommunications. Au ministre Ousmane Gawal Gallo. On va aller voir le ministre. Voilà. S'il accepte de nous recevoir, nous irons quand même le voir pour lui dire, pour qu'il nous donne des explications. C'est vrai que c'est notre rôle là. Et pour éviter le grand ring, je ne vais pas y aller parce que derrière vous le savez. Voilà. Donc, avec cette signature, nous voulons interpeller le colonel parce qu'il faut que cette personne soit traquée. Il faut que cette personne réponde devant nos institutions. Ça là, on ne peut pas pardonner. La falsification de la signature d'un président, c'est pourquoi, je le dis encore, s'il s'avère que le SGG n'est pas de mèche avec cette personne, c'est le bon moment de réagir. Parce que celui qui falsifie la signature du président pour écarter ou éjecter en notre nom pourrait falsifier la signature du président pour nous sortir des milliards dans nos banques. Il faut que cette personne soit interpellée. Et tout tourne autour de la tête du ministre Ousmane Gawal Gallo. Jusqu'à preuve du contraire, c'est son département qui a été cité. C'est OGD en abrégé qui est cité dans ce document, dans ce dossier. Nous attendons sa sortie une fois de plus pour nous édifier davantage. Parce que là, on ne peut pas coopérer avec des bandits à col blanc à tout moment. Nous allons revenir sur ce sujet jeudi pour les jeudis d'enquête. Là, on a largement de temps pour débattre
de cette problématique. Tout à l'heure, nous recevons notre invité du jour. Nous allons parler des infrastructures routières du pays. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec le CNRD? C'est tout à l'heure avec notre invité. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Sundiata Keita sort à vainqueur. Nous suivez en direct dans cette émission Le Scanner. Vous nous regardez sur Kavi Média, sur Kavi TV. Vous nous suivez sur siaminfo.com. Merci de votre fidélité. Nous allons aller avec les différentes réactions, quelques réactions de nos téléspectateurs. Excellenceau, bonjour les talkers, bonjour spécial Ali Badara. Barack Obama disait l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Boubacar Soholo, fidèle inconditionnel de Kavi Média depuis Dakar. L'écoute est toujours favorable. Merci. Et sous de ce côté, Abdoulaye, salut Kavi Média, je suis dessus du CNRD depuis le début de la transition parce que cela est devenu une coutume chez nous maintenant, le fait de berner les populations pour s'éterniser plus longtemps que possible. Quel gâchis vraiment, il y a de quoi s'inquiéter. Une pensée positive à mon frère Ali Badara, l'homme de valeur morale. Ali Badara, avec ses prises de position, on comprend bien. Merci en tout cas, continuez vos réactions sur notre page Facebook Flash Guinée, groupe Kavi Média. Je vous l'annonçais, on parle d'infrastructures routières. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, le pays est en chantier avec plusieurs projets routiers en cours, sans pour autant dresser des couronnes aux nouvelles autorités. S'il y a un secteur qui mérite des applaudissements sous cette transition, c'est bien celui des infrastructures et des transports publics. Le manque d'infrastructures routières est un mal qui est en train d'être extirpé par le gouvernement de transition. Il faut le dire, à Conakry par exemple, beaucoup de voiries ont été ouvertes. La mobilité se déconcentre peu à peu, les défis sont énormes, mais il y a des résultats à saluer. Dans ce studio, nous avons notre invité qui est confortablement installé, Monsieur Mami Condé. Il est directeur national des routes nationales. Monsieur Condé, bonjour. Bonjour M. Abdallah, bonjour cher frère Diallo, bonjour mon ami Akila. Merci d'accepter notre invitation, ça n'a pas été facile malgré votre calendrier très chargé. Effectivement. Très chargé. On parle des routes, dites-nous en quelques mots, aujourd'hui, quelle est la situation en Guinée? Je vous remercie très sincèrement de m'avoir invité dans votre très joli studio. Merci. Et je suis aussi très heureux que ce soit à peu près les camarades de la même génération qui soient en face et qui entreprennent dans ce sens. Parce qu'il y a un adage qui dit
qu'un entrepreneur, c'est celui qui trouve la solution là où le non-entrepreneur ne voit que des problèmes. Oui. Et je crois que c'est votre cas. Vous êtes très jeune, vous venez certainement de rentrer dans votre corporation journalistique au moment où beaucoup de personnes, de vos anciens, de vos aînés sont là mais qui n'ont pas eu cette initiative. Vous avez cru en votre compétence et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui vous avez ouvert Kavi Média. Un média du développement. Un média de développement. Qui j'espère qu'il n'est pas un média de propagande. Voilà. Attention, il y a des polémiques. Hein. Okay. Pour revenir dans le vif du sujet, effectivement, je suis très heureux de faire d'être invité chez vous aujourd'hui. Effectivement, s'il y a où s'est tapé la poitrine aujourd'hui dans cette transition, en plus des nombreux secteurs, il y a bien sûr le secteur routier. Et cela n'est pas fortuit, c'est pas venu fortuit. Ça dépend vraiment de la volonté politique des hautes autorités de la transition, qui ont bien voulu, contrairement aux autres, je ne voulais pas faire ici une comparaison, mettre près de 45% du budget d'investissement au compte des travaux publics. Donc il n'y a pas de choix qu'on ne fasse pas de résultats. Est-ce que vous voyez? Bon, ici spécifiquement, je n'ai pas très bien préparé cette émission compte tenu de mon calendrier très chargé. Je vais beaucoup plus m'accentuer sur ce qui se passe dans ma direction, la Direction nationale des routes nationales. Il y a une particularité qu'il faut de cette transition qu'il faut faire savoir par le peuple de Guinée, c'est bien la confiance que les partenaires financiers ont vis-à-vis de l'État guinéen. Parce que, tenez-vous bien, tous les jours que le bon Dieu fait, je dis bien tous les jours que le bon Dieu fait, c'est des gens qui viennent avec de l'argent et qui veulent investir dans le domaine routier. Parce qu'il y a aujourd'hui, ils voient qu'il y a des traces, ils voient qu'il y a des autorités qui font du secteur routier leur particulier. Conformément au contenu de la programmation budgétaire de la Direction nationale des routes nationales, en plus effectivement des contrats en cours d'exécution, nous avons eu à signer assez d'MOU dans le cadre des partenariats publics-privés et dans le cadre des contrats EPC avec d'autres partenaires qui eux-mêmes vont lever des fonds et venir réaliser des routes. C'est pourquoi personne ne sera lésé dans cette affaire. Quand je prends par exemple la route Kindia-Télémélé-Gawal, je crois qu'il y a plus de 3 MOU qui sont... Parce que notre ministre, il faut le saluer, il faut le dire, il faut saluer son esprit d'ouverture et son esprit surtout de fédération. Vous voyez, depuis qu'il est à la tête du ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, les bruits et des choses ont beaucoup diminué. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais il sait vraiment gérer les personnes au bon moment, il sait gérer le tempérament des gens. Donc, ceci étant, il a dit qu'il ne fermait pas, contrairement aux autres, la signature d'un MOU à d'autres. Le plus offrant, c'est-à-dire le plus rapide dans la mise en œuvre de son MOU, va profiter d'un contrat commercial avec le département. C'est ainsi que, avec le partenaire SACBA, c'est des Émiratis qui sont venus manifester l'intérêt à travers un groupe africain de réaliser la route Kindia-Télémélé-Gawal à Mamou, Farana, Kissidougou, environ 500 km. Aujourd'hui, l'examen du protocole d'accord est en cours à l'investissement public. C'est le cas aussi de la route Zéro-Koré-Yomou qui fait objet de beaucoup de critiques actuellement. Ça aussi, c'est sur MOU. C'est sur OMOU. C'est le cas aussi, effectivement, vous allez en venir de notre route là, Mamou, Daraba, Pita. Oui, on en parlera tout à l'heure. On en parlera dans la chose. Donc, c'est ce que, comme je le disais, en plus même du contenu de notre programmation budgétaire, toutes les routes sont aujourd'hui Boké-Gawal, Kankan Kissidougou, Kankan Kirwani, Beila, Zéro Frontière. Tous ces routes sont sur MOU. Les partenaires sont en train de lever leurs fonds pour venir les réaliser. Oui, Yaya. Oui, monsieur le directeur, parlez-nous un peu des projets de bitumage et d'aménagement de la
2x2, Kagbele Kouria, il faut parler, c'est un méga projet qui est sur le long de 26 km. Expliquez-nous un peu où en sommes-nous sur cette situation. Effectivement, le projet d'aménagement et de bitumage en 2x2 voies la route Kagbele-Kouria fait suite au prolongement de la route Le Prince que tout le monde connaît. C'est un projet qui a été initié précédemment par le ministère de l'Habitat à travers le ministère de l'Habitat et le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. C'était pour un peu déconjonctionner Conakry. Vous savez, dans les temps, la décharge, c'est de Amdalaï, non? Oui, de Dar es Salaam. La décharge de là, il y a eu éboulement à la décharge de Dar es Salaam. Aujourd'hui, la partie là est quasiment meublée et, comme on appelle, remplie par la population. Donc, ils veulent délocaliser cela, le ministère de l'administration du territoire veut délocaliser cela vers Kouria. Donc pour délocaliser cela vers Kouria, il va s'en dire automatiquement qu'il faut faire la route pour ne pas encore que la circulation soit encore plus intense. C'est dans ce cadre-là que ce projet a été initié et confié à notre direction. Aujourd'hui, les procédures d'acquisition, quand vous attendez dans notre jargon, procédure d'acquisition, c'est aussi la procédure de passation des marchés, sont clôturés, les contrats sont signés et approuvés, les entreprises sont mobilisées et cette fois-ci on a voulu effectivement faire la promotion des entreprises championnes de BTP en Guinée. C'est ainsi que le lot 1 a été donné, parce que quand on dit 26 km, ça c'était le projet à l'état initial. On ne peut pas faire cette route-là sans naturellement faire les deux transversales. La transversale T12 qui quitte le rond-point, la station qui traverse les rails vers la concession du général Baldé, qui descend jusqu'à Sanoya, et l'autre transversale qui descend sur la route à Gomboya, là où il y a Sodefa là. Donc les deux là, comme ils sont contigus directement au lot 1 qui était de 6 km confié à l'entreprise Bezek Travaux, les deux là ont été ajoutés sur son tronçon pour effectivement créer du confort dans la circulation. Le lot 2 qui fait un linéaire de 10 km a été confié à l'entreprise Gicopress et le lot 3 a été confié à l'entreprise comment on appelle Guiter SA. Aujourd'hui, j'aimerais quiconque a défi, allez-y voir comment le mouvement des terres a lieu. Malgré l'intensité de la pluie, c'est aussi une des innovations de notre ministre. Les gros projets où on peut... Tous les projets, au fait, sont en train d'évoluer. C'est-à-dire, il y a d'habitude, à l'orée de la saison hivernale, nous arrêtons les travaux. Mais bien sûr qu'il y a d'autres activités qu'on peut faire parallèlement, c'est-à-dire pendant qu'il est en train de pleuvoir, qui est différent des mouvements de terre. Est-ce que vous comprenez? Donc ces travaux-là sont en cours. Si vous voulez, je peux vous inviter à une visite guidée. Ça c'est déjà bien dit. Oui, Ali Badara qui là. Alors, qu'en est-il du projet de la réalisation de la route d'Alaba-Pita et Kagbele, d'Alaba-Pita et Labé avec la société Sogéac Satom. Vous êtes très informé. J'espère que vous êtes aussi des journalistes d'investigation. Parce que c'est sa zone, aussi... c'est l'ambassadeur de l'Axe, on l'appelle comme ça. Félicitations. Effectivement, comme je le disais, aucune région ne sera lésée dans le domaine des infrastructures. Effectivement, comme vous le savez, l'entreprise Sogéac Satom est l'une des grandes entreprises. Moi, je l'appelle souvent une école. La plupart de nos grands dévanciers ici sont passés par là-bas. C'est le cas du doyen que vous avez reçu ici, Balamoussa Konaté. A été d'ailleurs le premier Guinéen recruté au sein de cette entreprise. L'entreprise là était partie. Maintenant, avec le CNRD, cette même entreprise est en train d'être revenue, est en train de venir. C'est le cas où ils sont en groupement sur le pont de Tanene. Eux, ils vont faire le volet routier et l'autre entreprise, le Duc, va faire le pont. Donc à travers cela, ils sont venus nous voir pour nous dire qu'ils ont aussi, dans le cadre des partenariats publics-privés, la possibilité de lever des fonds pour venir réaliser des routes. La question était quoi? Le ministre m'a demandé où il fallait envoyer ces projets. Nous, on a proposé que ce soit la route Mamou, Dalaba, Pita, Labé, pour que nous puissions un peu modifier la géométrie de la route. C'est-à-dire
comme certes un peu à redresser les courbures qui sont là. Et qui connaît l'entreprise Satoum? L'entreprise Satoum est l'une des meilleures entreprises. Donc aujourd'hui, le projet avance. Ils ont aussi envoyé, à date maintenant là, on doit examiner le projet de protocole d'attente. Donc ça évolue, les visites sont faites et puis ils ont envoyé des cadres avec nos cadres qui sont allés faire des études et ça évolue. Donc ça évolue. Pour le moment, les travaux n'ont pas démarré. Les travaux n'ont pas démarré. Mais les études sont bouclées. Les études sont en cours parce qu'il y a deux types d'études. Il y a les études A3 même, les études APS, les études APD et les études d'exécution qui sont menées par l'entreprise après la signature du contrat, après sa mobilisation sur le terrain. Aujourd'hui, avec nos équipes, ils sont allés faire des études qui doivent aboutir aux quantités, donc aux quantités définitives. Donc on appelle les études alors APD. C'est à l'issue de ces études APD que le contrat commercial sera élaboré entre nous. Et aujourd'hui, ils ont envoyé quand même, leur banque a envoyé l'engagement à financer le projet. Maintenant, que doit retenir la population, les citoyens lambda qui s'impatientent, qui a appris en tout cas l'existence de ce projet? Que pouvez-vous dire à ce citoyen? Moi, je dirais à la brave population du Fouta de patienter. Avec le CNRD, je vous dis, c'est la Guinée qui gagne. Nous savons quelle est la pression. Vous voyez, c'est trop visible, c'est trop tangible. Vous l'avez dit à l'introduction tout de suite. Quand il y a un projet, excusez-moi, je suis trop grippé. Toute la machine de la présidence est en branle pour le suivi. En plus, vous avez vu, aujourd'hui, on a créé un service qui a rattaché à la présidence qu'on appelle Bureau de suivi, BSPP, de suivi des priorités présidentielles, que notre ancien ministre dirige. Oui. Que notre ancien ministre dirige. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de crainte. Quand un projet est programmé, si le projet bouge, il y a un système de contrôle qui est même au-delà du ministère des Infrastructures et des Travaux publics qui booste le projet à l'avant. Donc la population n'a qu'à patienter. Mais au-delà de cela, nous avons élaboré dans les temps les projets comme on appelle des semi-réhabilitations. Les projets de semi-réhabilitation sur les routes nationales. C'est ainsi que sur ces axes-là, il y a Guico Press qui est en train d'intervenir. Mais il y a un problème que vous devez savoir. Est-ce que quand on parle de semi-réhabilitation ou de réhabilitation, ça dépend du seuil de dégradation de la société. Bon, c'est ainsi que vous allez, l'Azeroute, lui, va vous dire, à travers l'entretien routier, lui, va vous dire PAT point à temps et réflexion localisée. Et nous allons vous dire, parce que nous faisons de gros travaux, nous allons vous dire la semi-réhabilitation, la réhabilitation et la construction. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui arrive des fois? C'est pas que tous les jours, les entreprises sont en train de revenir sur leur pas. C'est pas que ça. Vous savez, au moment où nous venons faire les études, vous allez voir, il y a certaines parties qui sont entièrement défoncées et dégradées. C'est ces parties-là, compte tenu de contraintes budgétaires, qui sont levées en ce moment. Quand ces parties sont levées, c'est ces parties qu'on traite. Avant l'autre saison, pour celui qui connaît la fréquence de la pluie en Guinée, avant l'autre saison, l'autre partie qui n'a pas été souciée, c'est ces parties-là encore qui se dégradent. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qui fait qu'on a à chaque fois des nids de poules. C'est ce qui fait qu'il y a un peu la recrudescence des nids de poules, qui ne dépend pas absolument des entreprises et de ceux qui programment l'axe. Mais nous avons pris des dispositions pour que... à la bonne saison cette fois-ci, que toute cette route-là, la semi-réhabilitation la couvre entièrement, toute cette route. Oui, alors, un autre aussi projet très géant, c'est la route nationale numéro 7, Kankan-Mandiana. Dites-nous exactement où nous en sommes à date. Effectivement, si on doit féliciter, parce que je parle, moi je suis un ancien, bien avant le CNRD, je suis au ministère des Travaux publics. Donc vous avez bien fait le choix, parce que moi je peux juger les temps. Effectivement, oui, parce que c'est un projet qui n'a pas démarré sous le CNRD. Effectivement, mais c'est sous le CNRD que le projet en vient. C'est sous le CNRD que le projet est en train d'avancer de plus belle. Quand je me permets de faire une toute petite comparaison, je ne suis pas venu pour ça, mais quand je me permets de faire une toute petite comparaison, durant les 11 dernières années, l'entreprise en charge de ces travaux n'avait réalisé que 14 km de bébé. Mais croyez-moi que c'est la meilleure route de la Guinée. Kankan-Mandiana, la RN7. Oui, c'est la RN7 compte tenu de la structure de la société. C'est la meilleure route de la Guinée. Maintenant, avec le CNRD, avec la volonté politique effectivement des hautes autorités, cette entreprise aujourd'hui a réalisé 70 km. Incroyable. Dans les 2 ans. En 2 ans? En 2 ans.
Mais quiconque a des défi, vous pouvez participer. Ma dernière mission là, j'étais parti à Mandiana, j'ai pratiqué ça encore. Et ce projet comprend 3 ponts. 3 ponts, le pont de Sanfina, les 3 ponts. Et ces 3 ponts-là aujourd'hui sont implantés. Il y a d'autres même qui sont en attente de la date. Bon, la particularité de ce projet, vous allez certainement voir nos publications sur la voirie de Kankan. Dans ce projet, le pont de Mandiana sur le fleuve Sankarani était inclus. Le pont de 174 km là était inclus. Est-ce que vous voyez? Vu que la BADEA et le gouvernement guinéen ont apporté des financements pour financer ce projet, donc le montant qui était alloué à la construction de ce projet a été réaffecté comme travaux connexes sur la voirie de Kankan. C'est ainsi que nous avons fait, comme on appelle, le projet de contournement de la ville de Kankan. Nous avons fait le quartier de Banankoroda, nous avons fait le quartier Briqueterie. C'est pourquoi, exceptionnellement, vous allez voir, moi, en tant que directeur national de route nationale, je suis en train d'exercer aussi sur la voie. Bien, oui, Akila, puisque ça, quand nous parlons de route, ça t'intéresse aujourd'hui, Akila? Aujourd'hui, en termes de réalisation, combien de kilomètres de route ont été réalisés et combien sont mises en circulation? Ça va être un peu difficile pour moi de le dire exactement, avec exactitude, mais ensemble, on peut faire un exercice. Ensemble, on peut faire un exercice. Vous savez, l'affaire de construction routière, surtout quand il s'agit des routes nationales, est très complexe. Vous allez voir juste le titre du projet. Il y a d'autres projets que nous appelons projets connexes, qui sont liés au projet de base. Ça peut être la construction des postes de santé, ça peut être la construction des maisons des jeunes, parce que ça peut être même des AGR, des activités génératrices de revenus en faveur des groupements féminins ou des groupements de jeunes dans les localités traversées. Il faut que chacun trouve son compte dedans. Moi, le premier avantage que je tire de la réalisation, pour une communauté, de la réalisation d'une route, c'est quand je traverse la route, je vois les gens cesser leur semences sur la chaussée. Ça me plaît. Ça, c'est le premier avantage. Quand vous quittez sur une route réalisée, vous allez voir les gens ont mis le riz, ils sont en train d'étaler le riz, le maïs et autres choses sur les bords de la route. Ça, c'est d'abord le premier avantage qui touche même la communauté, au-delà de toute autre chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un peu complexe là où je suis. Je peux le dire si c'était une émission qui était faite par exemple au bureau. Parce que dans certains travaux routiers, nous avons des travaux connexes qui concernent aussi la réalisation de quelques kilomètres sur les voiries. C'est pourquoi quand je vois les gens par rapport au nombre de kilomètres là, c'est tiraillé, j'ai ri. Quand je dis par exemple, je prends par exemple le projet Kouroussa ou bien Guéguédou Kondembadou. Le projet Guéguédou Kondembadou a accordé quelques kilomètres à la préfecture de Guéguédou. Un surplus. Un surplus. En tant que projet connexe à la préfecture de Guéguédou, sur la voirie de Guéguédou. Allez-y voir aujourd'hui la voirie. Il n'y a pas une ville en forêt qui a reçu des goudrons plus que Guéguédou. Oui, parce qu'on a les images même de la réalisation. Il y a Baba qui m'a proposé ces images tout à l'heure. C'est cette route, non? C'est bien cette route, c'est bien cette route. Est-ce que vous voyez, les Flamands, on vient de remettre cette route-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est entièrement réalisé et rendu. La route Koya-Farmouria, ça fait un linéaire de 75 km qui est entièrement fait et rendu. Maintenant, il y a des travaux connexes qui sont en cours. Il y a aussi aujourd'hui la route Koya-Mamoudaboula, CMD. La route Koya-Mamouda. Sur les 367 km, 362 km sont réalisés et les travaux confortatifs sont en cours. Les travaux confortatifs, c'est les pérés que vous voyez, les aménagements, les bordures qu'on met et c'est ce qu'on appelle les travaux confort pour créer le confort. Après, c'est après tout ça là qu'on mettra les bandes de sécurité. Est-ce que vous voyez? Quand nous prenons le projet Le Lazo sur 39,75 km, il y a 29,75 km qui sont réalisés. Il y a aussi des projets qui sont connectés à ces projets. Donc c'est là où je suis là. Il faut que je me réfère à mon PAO pour vous dire avec exactitude le nombre de kilomètres réalisés. Oui. Et cette autre question, Yaya, tu parlais notamment de cette problématique de gré à gré.
Oui, effectivement, et ça passe toujours. Les commentaires vont en bon train. Et on parle de l'entente directe, on parle de la dérogation, quelquefois même du gré-gré. Dites-nous qui dit la législation par rapport à cette passation de marché. En tout cas, dans votre domaine. Dans votre domaine. Effectivement, c'est ce que j'ai voulu dire. Moi, je ne suis pas spécialiste en passation de marché, mais vu que j'applique souvent la passation de marché dans ma direction, je connais alors un peu comment les choses se passent. Quand on appelle gré à gré ou entente directe, c'est aussi une méthode de passation des marchés. La loi reconnaît ça. La loi reconnaît ça. Quand je prends par exemple un cas, nous avons une entreprise déjà qui est en cours de réalisation. Ça, c'est un cas pratique dans ma direction, par exemple. Une entreprise qui est en cours de réalisation. Il se trouve que, je vous ai parlé tout de suite comment on appelle, d'études d'exécution. Pendant les études d'exécution, on s'aperçoit qu'il y a certains travaux qu'on n'avait pas pris en compte. Si on veut intégrer ces travaux-là au projet, il faut alors qu'on passe par un avenant. Les gens, quand on attend, il fait assez d'avenants, toute modification au contrat de base donne lieu à un avenant, qu'il soit avec incidence financière ou pas. Quand c'est sans incidence financière, par exemple, la durée de vie d'un contrat, vous voyez souvent, délai d'exécution du contrat, 2 mois ou 3 mois. Si les 3 mois là passent, le bailleur aussi s'inscrit et cadre, la banque qui finance le projet, cadre son financement dans le délai du projet. Quand il se trouve que, c'est-à-dire on va au-delà de cela, il faut alors signaler automatiquement au bailleur que nous allons partir au-delà du délai contractuel. Donc ça donne lieu à un avenant. Ça c'est un avenant parce que ça modifie le délai du projet. Le régime financier, le régime fiscal par exemple, si un projet est financé par un bailleur de fonds et si un projet est financé sur les obligations du trésor, c'est les ressources propres du gouvernement, ils n'ont pas les mêmes résultats financiers. Si au départ, on s'engage que l'État finance un projet et que pendant la mise en œuvre, il y a un bailleur qui est intéressé par la mise en œuvre de ce projet et qui veut apporter le financement, en ce moment, on change le régime fiscal, ça donne lieu à un avenant. Mais cet avenant est sans incidence financière. Entendez par avenant toute modification du contrat de base. Maintenant, quand c'est des nouveaux travaux qui s'ajoutent aux travaux de base, qui fait avec incidence financière, on peut directement aller à un avenant sans faire recourir aux procédures de passation de marché, à la condition que le montant de l'incidence ne dépasse pas les 20% du montant du contrat de base. Mais là, ça m'amène à poser cette question. Comment se passe le processus de contractualisation des marchés en Guinée, notamment au ministère des Infrastructures, monsieur le directeur? Par exemple, dans la Direction nationale des routes nationales, c'est très complexe. C'est très complexe. Quand je dis c'est très complexe, parce que ça va depuis la programmation du projet. Nous sommes les maîtres d'ouvrage délégués. Nous ne sommes pas maîtres d'œuvre délégués. Le maître d'œuvre public reste et demeure la CGP, l'administration et contrôle des grands projets, qui a la charge d'étudier les projets et de contrôler l'exécution des projets. Quand il s'agit de ma direction, quand nous voulons programmer un projet, nous sommes libres de programmer un projet. Mais on fait une requête à travers notre ministre, à l'administrateur général de la CGP, pour qu'il nous aide à étudier le projet. Ils nous font les études, ils nous amènent les premiers aides, on fait nos observations sur les études, on les retourne, ils corrigent et nous envoient le définitif. Si la CGP même a à son sein des cadres qui peuvent procéder aux études, ils le font. Mais s'ils n'ont pas de cadres pour ces études-là, ils font recourir aussi à une procédure de passation de marché pour recruter un bureau d'études qui obéit aussi à toute la procédure de passation de marché en vigueur. Quand ce bureau fait des études, la CGP nous envoie. En ce moment, nous inscrivons le projet au PIP. En ce moment, l'investissement public revient au PIP, au programme d'investissement public. C'est là-bas où tous les projets qui doivent être budgétisés par l'État doivent passer et doivent être reconnus par l'État. Maintenant,
chaque département sectoriel va apporter beaucoup de projets. Ils vont constituer, parce que le ministère de la Direction nationale des investissements publics est sous la tutelle du ministère des Finances, de l'économie et des finances. Donc quand on envoie, il constitue, comme on appelle, une commission d'arbitrage qui arbitre les projets qui doivent recevoir le budget. Quand c'est budgétisé, nous allons à l'Assemblée nationale pour ratifier ces projets. Quand l'Assemblée nationale ratifie les projets, en ce moment, nous avons les quantités à travers la CGP. Essentiellement, on se permet de faire un DAO. Nous avons assez de procédures de passation. Si c'est par exemple en bonne saison et surtout le temps nous permet, nous faisons un avis d'appel d'offres ouvert. Ça demande, tout le monde connaît ces procédures. On prépare les DAO, on publie les DAO au moins dans 3 ou 4 journaux. Après, mais l'élaboration de DAO aussi requiert des procédures. Parce qu'il faut faire le DAO et envoyer le DAO à l'organisme de contrôle, au marché public, pour qu'il donne son avis sur le DAO, voir si le DAO est conforme au DAO en vigueur, c'est-à-dire au DAO type. Ils donnent leur avis sur le DAO. En ce moment, on lance, le ministre signe l'avis d'appel d'offres. On lance la procédure. On donne 21 jours. Bon, la loi donne un temps aux soumissionnaires de préparer leur offre. Quand c'est fait, le rapport d'évaluation de ces offres-là aussi, par le service de la PRMP, c'est-à-dire la personne responsable des marchés publics, il y a une commission qui est en son sein, un membre aussi de la direction technique qui doit examiner le volet technique, parce que les membres de la PRMP ne sont pas forcément des ingénieurs pour connaître effectivement les quantités. Procède à l'évaluation des offres. Quand des entreprises sont retenues, encore la PRMP se permet d'envoyer ça au marché public pour que le marché public donne leur avis de non-objection sur le rapport d'évaluation. Quand c'est fait, une adjugation est faite à l'entreprise qui a gagné et des notifications sont faites aux autres entreprises qui n'ont pas gagné et les raisons de leur échec là sont notifiées, leur sont notifiées. Maintenant, si ils contextent, sensiblement, il y a ARMTP qui est Autorité de régulation des marchés publics. Ils ont le droit d'aller se plaindre là-bas. Donc c'est comme ça le processus. Donc c'est comme ça le processus se passe. Maintenant, s'il y a l'urgence qui est liée à l'exécution, à la mise en œuvre d'un projet, par exemple, moi je peux rester ici tout de suite là. On me dit attention, il y a un pont s'est écoulé là. Un pont, tout le monde a vu le pont de l'Instant dans les temps. Est-ce qu'il faut passer par toute cette procédure pour faire ce pont? Ça va être long. Ça va être très long. Parce qu'il y a cette exigence des populations. C'est en ce moment on demande la dérogation au ministère de l'économie et des finances. On demande la dérogation pour l'une des procédures. Ça peut être, par exemple, il y a des actions. Quand ça tombe aussitôt, il faut choisir une entreprise qui a la capacité de le faire, qui peut avancer, un laps de temps. Voilà, qui peut avancer sur le projet avant que nous finissions nos procédures. En ce moment, est-ce qu'il faut attendre? Il faut immédiatement envoyer une entreprise. Après, nous faisons la mise en œuvre. En ce moment, on demande une dérogation par entente directe parce qu'on a déjà préalablement donné l'ordre à l'entreprise d'exécuter les travaux. L'entente directe est aussi appelée le gré à gré. C'est ce que nous appelons des fois le gré à gré. Ça dépend des circonstances, mais ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est effectivement, c'est légal, c'est une procédure de passation. Ça dépend maintenant des circonstances de mise en œuvre. Bien. Et cette autre question, c'est ce projet ambitieux. On a vu quand même ce navire de 300 et quelques places qui a été présenté par le ministère des Transports. Mais qui parle de transport, parle de route. Aujourd'hui, la Guinée est face à... Pas que la Guinée, beaucoup d'États font face à des embouteillages monstrueux. Aujourd'hui, le gouvernement de transition ambitionne des autoroutes côtières. Je sais que vous avez entendu parler de cela. Dites-nous, comment se porte ce projet ? Est-ce qu'il est en cours d'exécution? Est-ce qu'il est en étude? Comment se porte ce projet? Très sincèrement, je ne sais pas où les journalistes tirent leur information, parce que c'est des projets sur lesquels nous sommes en train de travailler atrocement. C'est là encore, il faut saluer la vision de notre ministre, la vision d'innovation de notre ministre, le ministre Elas Gandobari. Il nous a appelé un moment, il dit mais vous êtes en train de parler d'anciens projets, vous êtes en train de parler des projets, mais aucun d'entre vous n'a parlé de projets futuristes. Aucun d'entre vous ne parle de projets futuristes. Mais
avant, nous, on était déjà en train de réfléchir sur le projet. Nous étions en train de réfléchir sur le projet. C'est ainsi que, dans la même lancée, une entreprise est venue manifester l'intérêt et nous a envoyé les maquettes de ce qu'il va faire. C'est pourquoi le jeudi passé, toute ma direction, on était sorti sur les traces de cette route. C'est une route, la première phase s'étendra sur 36 km et il y aura 11 km de pont en pleine mer. En pleine mer, c'est-à-dire 11 km de pont en pleine mer. C'est-à-dire le pont va prendre naissance à partir de l'hôtel Onomo et va venir jusqu'à la fin de la place de Benarez. Benarez à Imbaya. Tout près de nous ici. Ici, derrière. Voilà. Donc jusqu'à la place de Benarez. C'est un projet très ambitieux et le mécanisme de financement de ce projet, prochainement, je vais vous le dire, mais c'est un projet, ce qui nous fait intéresser le plus, qui se finance, qui s'autofinance au moins à hauteur de 60 ou 80% comme ça. S'autofinancier. C'est un projet qui s'autofinance. C'est un débat, mais je voudrais que ce soit l'objet d'une émission spéciale. L'entreprise qui a manifesté l'intérêt à réaliser ce projet nous dit qu'ils vont mettre à la disposition du projet un laboratoire de dernière génération. À la suite de la mise en œuvre du projet, le laboratoire va revenir à l'administration, c'est-à-dire au ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Après, ils vont envoyer des centrales à béton de dernière génération. Et après la mise en œuvre du projet, ces centrales à béton aussi seront mises à la disposition de l'administration. C'est un projet peu encombrant parce que ça s'étend à plus de 80% sur la mer. C'est un projet aussi qui a peu d'impact sur la population, c'est-à-dire l'indemnisation des personnes affectées par l'impact environnemental. Voilà, donc ça c'est beaucoup minimisé. Nous sommes en train de préparer des courriers pour inviter les autres départements sectoriels, c'est-à-dire le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et d'autres pour venir ensemble pour que chacun joigne ses idées au projet. Parce qu'il y a d'autres même qui ont émis l'idée que le projet porte aussi des trains tramway. C'est-à-dire qu'il y a des trains dessus et qui circulent jusqu'à 36, la première phase. Mais croyez-moi que déjà le directeur du bureau d'études de cette entreprise est déjà dans le mur. Nous sommes en train d'évoluer et les autres équipes sont attendues à partir du 21 de ce mois. Monsieur Condé, il est important de revenir sur ce sujet, très important surtout pour moi. Ça veut dire que le CNRD ou le gouvernement de la transition ambitionne de mettre une autoroute partant de l'hôtel Onomo. Non, pas de l'hôtel Onomo, du port. Du port autonome de Conakry. Jusqu'au kilomètre 36. Jusqu'au kilomètre 36. Exactement. Une autoroute. Une autoroute. Côtière. Une autoroute tout au long de la mer. Nous, on l'a nommé le projet d'autoroute côtière sud, PAC Sud. PAC-Sud. C'est comme ça qu'on a nommé ce projet. Un projet très ambitieux. Très ambitieux. Non, là, je rêve déjà. Honnêtement, je rêve. Oui, je suis en train de rêver. Effectivement. Peut-être que je ne vais plus prendre la bretelle. On va aller à Kagbeling, à 36, s'embarquer, retrouver la ville pour éviter les bouchons. Bien sûr. Mais il faut dire aussi qu'il y aura 5 stations de péage dessus. C'est ce qui est prévu encore. Parce que quand on va soumettre l'approbation de l'ensemble, parce que le ministre est tellement organisé qu'actuellement, ce n'est pas une seule direction qui gère le sol. Nous, on peut émettre l'idée, on peut être le porteur d'idée, mais il choisit d'autres experts dans d'autres départements et dans d'autres mêmes services du ministère des Travaux publics qui réfléchissent ensemble. À l'issue de cela, nous partons devant lui et devant ses invités. On projette le projet, chacun, c'est comme une soutenance quoi. On projette le projet et puis chacun donne ses observations, on avance. On fait ça à longueur de journée avec le ministre comme on appelle, Gando. Vous savez déjà que je voulais dire que c'est un professeur, donc il a tout le temps pour ça. Évidemment. Oui, il y a certes une autre question. Une autre question, s'agissant du pont de Tanéné, là-dedans, on voit la Géroute, on voit le fonds d'entretien routier, on voit même la Direction nationale des routes nationales. Dites-nous comment cette habitation se passe entre vous. En réalité, c'est la Direction nationale de l'entretien de la Direction nationale des routes nationales qui porte le projet. Le faire avec son statut de faire de 3e génération a le pouvoir maintenant de prêter de l'argent au nom de l'État.
C'est ainsi qu'il a prêté de l'argent, prêté de l'argent auprès de la Société Générale des banques en Guinée ici et mis à la disposition de ces projets. Ce projet est porté par la Direction nationale des routes nationales, mais avec l'idée de fédération initiée par notre ministre. Et vous savez que ça va être le premier ouvrage à péage en Guinée. Oui. Donc le péage aussi est géré par l'Aziroute. Donc il va sans dire que l'Aziroute et tout le département même est impliqué dans la mise en œuvre. C'est nous qui portons le projet, mais tout le département est impliqué dans la mise en œuvre de ce projet. Il y a un auditeur qui demande, c'est quoi un péage? Un péage. Un péage. Oui. C'est-à-dire, c'est le dispositif qu'on a mis à l'aéroport là, vous avez vu? Oui, à la sortie. À la sortie. Ça nous permet de lever de l'argent pour entretenir l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on va mettre un ticket. C'est-à-dire quand vous rentrez, vous prenez un ticket à la sortie, vous payez, la barre se lève automatiquement. Donc c'est comme une route payante. Voilà, c'est une route payante, c'est pourquoi on dit péage. Pesage et péage. Péage, c'est ça. Pesage, on pèse aussi pour voir où est-ce que la charge à l'essieu. Parce qu'on est aussi dans l'UMOA. Le règlement 14 demande que les charges à l'essieu ne dépassent pas les 11 tonnes. Oui, alors vous êtes toujours sur le pont. Hein, sur le pont. Sur le pont de Tanen, effectivement, comme je vous le dis, il y a assez de polémiques autour de ça. Pourtant, le pont de Tanen suit son cours normal. Le pont de Tanen est un pont mixte, constitué d'éléments en béton et d'éléments métalliques. La structure même c'est constitué de de 4 pieds droits, c'est-à-dire deux culées, c'est-à-dire c'est des pieds extrêmes qui sont sur les bords que nous appelons les culées. Maintenant, les pieds qui sont au milieu, dans notre jargon, c'est ce que nous appelons les piles. C'est ces éléments-là seulement qui sont en béton. Tout le reste est en éléments métalliques, préfabriqués. En mois d'avril passé, nous avons effectué une mission en France pour aller voir l'usine de fabrication effectivement de ces éléments de la charpente métallique, de ces poutres-là. Allez-y voir aujourd'hui. Les poutres-là, on a fini de façonner ça. Et c'est des choses seulement que les grues poussent pour mettre sur le pont. Vous voyez le régime de l'eau, du cours d'eau, parce qu'à l'amont là-bas, il y a un barrage. Il y a le barrage Swapiti et les barrages Tata qui sont la scène des barrages là et à l'amont. Donc le refoulement d'eau pendant cette saison hivernale fait qu'on ne peut pas travailler dans le lit du cours d'eau. Mais il y a des travaux qui se passent sur la berge. Aujourd'hui, nous avons besoin de, je crois, 53 prédales qui sont préfabriqués, c'est des éléments en béton qu'on préfabrique, qu'on vient, on pose, après c'est sur ça on pose la dalle définitive. Ces éléments préfabriqués, sur 53 nous avons fait déjà 35. On peut dire que ce projet n'avance pas, allez-y voir là-bas. Et le dynamitage sur la route est en cours. Et ce projet-là est à 80% de déblais rocheux, surtout le côté Conakry. Et ça, il faut voir le degré de mobilisation là, pour celui qui connaît Satoum, le degré de mobilisation entreprise Satoum sur le terrain. Je ne sais pas en quoi les gens disent que ce projet, mais quiconque a des filles, ce projet sera dans le temps. Dans le temps, l'exécution. Dans le délai d'exécution. Il n'y aura pas un avenant pour prolonger le délai. Vous allez partir voir. Maintenant, l'arrivée des nouvelles autorités, c'est-à-dire à la tête du ministère des Infrastructures et des Transports, nous sommes allés vers l'amélioration encore de plus comment on appelle, du projet. Ce projet était à structure souple au départ. Vous n'allez pas comprendre, mais s'il y a des techniciens qui nous suivent, peut-être pourront comprendre. Maintenant, notre secrétaire général, qui est un grand ingénieur, nous a demandé alors qu'il faut vraiment mettre, parce que le péage, quand on met, c'est pour les petits véhicules, mais c'est encore, on sait que là-bas, Boké, c'est une zone minière. La zone Boké, c'est des zones minières, c'est des camions chargés qui passent. Donc, il va sans dire qu'on renforce la société par l'introduction d'une couche de grave bitume. Ça a été fait. Et ce qui a peut-être mis un peu en retard la mise en œuvre du projet, je vous ai dit tout de suite qu'après toutes les études, pendant quand le contrat est signé, l'entreprise fait les études d'exécution. Et ces études d'exécution-là sont validées par la mission de contrôle. Dans le micro. Par la mission de contrôle. Et quand la mission de contrôle est venue, 3 mois après que l'entreprise s'est mobilisée, la mission de contrôle a exigé qu'on fasse des missions géotechniques G1, G2, G3. C'est à la mission géotechnique G3 qu'on a découvert l'existence des cavités sur les piles. C'est-à-dire, nous les ingénieurs,
quand nous sommes en train de bâtir des fondations, nous avons besoin de matériaux cohérents, c'est-à-dire des matériaux qui ne s'affaissent pas. Le sable est cohérent, le gravier est cohérent, les blocs de roche sont cohérents. Maintenant, si au départ, on avait vu un affleurement rocheux pendant les premières études préliminaires, c'est un affleurement rocheux, donc les semelles allaient être des semelles superficielles. Est-ce que vous voyez? Avec l'existence du cercle de la mission de contrôle, nous sommes donc allés à la mission géotechnique Z3 qui nous a permis de découvrir des cavités en bas de la semelle. Alors la structure de la semelle va automatiquement changer. Au lieu que ce soit des semelles filantes, c'est-à-dire des caisses qu'on pose comme on appelle, sur des rochers et qu'on remplit par le béton, maintenant nous sommes obligés de forer le sol et faire recours aux micropieux. Et ce qui nous amène à faire le forage pour la longueur moins, la profondeur moyenne des forages là est de 15 mètres. Vous imaginez? Quelque chose qu'on devrait faire à même le sol. Maintenant, on est obligé de descendre dans le sol jusqu'à une profondeur moins de 15 mètres. Et pour chaque bloc de semelles pour les deux semelles, pour les deux piles qui sont dans l'eau, nous avons fait, jugé utile de faire encore 15 micropieux. 15 micropieux. Regardez le temps de forage et regardez, ça dit, c'est un projet qu'on fait sur le continent. C'est bien un projet que nous faisons chez nous et sur un cours d'eau qui est à régime permanent. Maintenant, les foulées d'eau aussi font lever le niveau d'eau au-delà de notre estimation. Au-delà de l'estimation. Ça fait que l'entreprise était obligée de faire venir à l'orée de la saison hivernale des pales-planches métalliques à travers même des camions cargo. Mais aujourd'hui, croyez-moi que même le niveau de nos pales-planches là, le niveau d'eau entre à plus de 2 mètres. C'est ce qu'il faut. On pouvait, un simple auditeur me dit, pourquoi vous n'avez pas décalé le pont? On ne peut pas décaler le pont. Je viens de vous dire qu'en avril déjà, moi j'étais parti en France pour voir l'atelier de fabrication des éléments métalliques. Et ça déjà était. Et les éléments métalliques coûtent plus cher que les éléments en béton. Donc on est obligé de maîtriser le niveau d'eau, le débit d'eau. On est obligé de maîtriser aussi la fondation. C'est ce qui nous a mis en retard dans la mise en œuvre du béton. Mais toutes les dispositions sont prises pour que dès que la pluie s'arrête, que tout le monde... Aujourd'hui, allez-y voir, si vous avez les images, il y a les éléments métalliques là, les charpentes métalliques, tout prêt. Tout est prêt. Donc, la route des Apourouski connaît Satoum. Ça, c'est un travail d'1 mois ou 2 mois pour Satoum. Oui. Alors, les travaux, sous financement des tests, entendez-vous une troupe de tirage spéciaux? Expliquez-nous un peu pour ce qui n'est pas. Décidément, vous ne voulez pas que je parte aujourd'hui. Non, on a besoin. C'est pour les auditeurs et téléspectateurs. Effectivement, les travaux de tirage. Vous savez, le droit de tirage spéciaux, c'est un mode de financement que c'est le ministère des Finances qui avait initié ça, que une ressource que le FMI fait au pays. Donc, on n'avait jamais eu ça, mais avec l'ère CNRD, on a pu obtenir notre droit là. Donc, ça a été mis dans quelques projets au sein des départements sectoriels. Au niveau du ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, les 3 ponts sur la RN 18, c'est encore ce courant-là. Il y a la route en terre, la réhabilitation de la route en terre Guéguédou-Nongoa. Vous avez le Sénon manquant, pour ceux qui connaissent la route Labé, Seriba Madina Gounas, la route qui quitte Labé pour aller au Sénégal. Là où il y a le col des Citala, il y a 24 km qui restaient là-bas. Il y a les travaux d'entretien mécanisés aussi de la route Farana-Dabola. Et il y a les travaux d'entretien mécanisés aussi de la route Kindia-Télémélé-Gawal. Donc moi, j'ai été désigné au sein de notre ministère comme le point focal de ces financements. Aujourd'hui, tous ces projets qui sont au niveau, en tout cas de la Direction nationale des routes nationales, sont en cours d'exécution. C'est pourquoi j'ai dit, quand nous sommes partis pour implanter les ouvrages sur la RN 18, et ils nous ont fait savoir que depuis l'indépendance, que c'était la première fois que les engins partent là-bas. Et les douaniers qui sont par là-bas nous ont dit que leur revenu douanier avait augmenté un peu.
par le fait que simplement qu'on a commencé à faire ces travaux, parce que les entrepreneurs étaient obligés, par exemple, celui qui fait le pont de 104 mètres était obligé de faire d'abord quelques kilomètres de route pour pouvoir drainer ces matériaux jusqu'au site du projet. Donc, ces projets-là aussi, c'est un financement innovant que le CNRD s'est battu à ce que la Guinée bénéficie de cela, et ça continue. Et selon ce qu'on nous a dit, c'est un montant qui est séquestré là-bas, qui est prêt juste à être utilisé, et que chaque année, le FMI va continuer à mettre de l'argent pour le développement de notre pays. C'est là encore, il faut saluer, comme on appelle les actuels décideurs à la tête, le colonel Mamadi Doumbouya, le président du CNRD, le président de la République, chef suprême des armées. Oui, avant de vous laisser aller, est-ce que en quelques mots, vous pourriez nous définir les ambitions de votre direction, notamment ou en gros du ministère? Parce qu'aujourd'hui, les routes quand même restent des bases solides d'un développement. Et le CNRD, certes, la transition n'est pas là pour un développement. Le CNRD s'investit beaucoup dans ce cadre et il essaie d'assurer la continuité gouvernementale. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres projets routiers au-delà de ce que nous avons élucidé dans cette émission? Je crois que cette question même s'est répondue. Quand on parle de l'autoroute au côtier, ça c'est une initiation 100% ce que le CNRD va piloter. Et c'est ça, bien avant ma nomination, il y avait déjà un projet comme ça qui était en cours, que le CNRD même avait initié à travers un autre bureau d'études. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a ces projets, il y a même d'autres qui ont manifesté encore à faire des autoroutes de zéro courrier jusqu'à Kissédougou. Il y a des Chinois qui ont manifesté, on a répondu, nous attendons leur réaction. Au fait, comme je vous dis, tous les grands axes aujourd'hui sont dans le viseur des bailleurs de fonds. Donc l'ambition du CNRD, c'est encore améliorer le niveau de mobilité des citoyens guinéens et de leurs biens. Sincèrement. Sincèrement. Et cela, c'est le président même qui porte cela. Parce qu'il a un droit de regard. Un projet s'arrête ici, tout de suite, c'est lui-même qui appelle. Et attention, le projet là, pourquoi. Et donc, quand moi, le directeur, je sais qu'il y a même la plus grande autorité, en plus de mon ministre. Vous voyez, mon ministre n'a pas de week-end. On peut être couché le dimanche et nous dit, tu es où? Viens, on va partir ici. Vous voyez. C'est ce qui a décalé notre premier rendez-vous, il faut le dire. C'est tout comme ça. Donc, Monsieur Condé Mami, il est directeur national des routes nationales, notre invité de ce mardi, qui répondait notamment à quelques questions liées à ces projets d'envergure engagé par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics sous le leadership du CNRD. Monsieur Condé, merci d'être passé dans cette émission Le Scanner. Je vous remercie très sincèrement et je vous encourage sincèrement dans cet parce qu'on a besoin de communiquer pour faire savoir ce que le CNRD est en train de faire pour le peuple de Guinée. C'est très important. Je vous remercie très sincèrement et reste à votre disposition entière pour d'autres questions. Merci également. On espère que ça ne sera pas la dernière fois. Nous excuses pour les auditeurs et téléspectateurs. Nous ne pourrons pas aborder le sujet lié à la loi de finances rectificative 2023. Ce ne sera que partie remise. Demain, nous reviendrons sur ce sujet. Merci à l'équipe technique du jour dirigée par Omar Diallo, directeur technique. À la régie télé, on a le retour de Vaba à Kouivogi, Melika Sita Otaek, Hassan So, Salif Bangoura et Robert Kourouma. Infographie Gabri Traoré Ibrahim. À la production, on avait Alpha Taïboussila. Réalisation Michel Ouamounou, le juste Michel Ouamounou. Yaya Diallo, merci. Merci, c'était un plaisir, Abdallah. J'espère qu'on se retrouvera le jeudi pour suivre ce dossier d'enquête lié à ce décret du 25 janvier. Beaucoup plus approfondi et on ira chez le ministre Gawal pour en savoir davantage, s'il plaît à dire. Merci à Akil Ali Badara, l'ambassadeur de l'Axe. Merci Abdallah, merci à tous les auditeurs. Déjà, je veux profiter de cette occasion pour interpeller le directeur parce que mon quartier, tout a été creusé, mais il y a un problème de bitumage. Je ne sais pas si la
société est au ralenti et nous souffrons quand même de ce côté. J'espère que le directeur va prendre ça à bras le corps pour que la Cité de l'Air soit bitumée peut-être demain ou après-demain. Pourquoi pas? Monsieur le directeur, vous êtes interpellé. Il n'y a pas de problème. Donc il va prendre bonne note. Effectivement, j'allais lui dire que moi j'évolue beaucoup sur les routes nationales, mais nonobstant cela, je vais voir mes amis, le directeur, vous allez nous donner effectivement, je vais savoir pourquoi c'est aux arrêts. Mais ce que je vais vous dire, c'est que c'est la saison hivernale, il y a des travaux qu'on peut faire, il y en a d'autres qu'on ne peut pas faire. Donc il faut que la population aussi nous comprenne dans ce sens. Bien. Si nous mettons du béton bitumineux pendant cette saison, et à la bonne saison, il va y avoir l'arrasement, ça va partir. C'est en ce moment, sous votre pression, notre ministre nous dit qu'il faut, mieux vaut aller lentement que de couper la route. Si on ne peut pas faire, si le temps ne nous permet pas, mais ce qu'il nous recommande de faire, c'est de faire quelque chose de solide qui va durer dans le temps. Bien, c'est déjà compris. Donc, Akila, tu as déjà ta réponse. Merci à l'équipe radio qui nous ont accompagnés, Mamadou Diallo et Kandé Sankon, l'homme de l'ombre, l'homme de nuit, qui était avec nous. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. On se reprend demain. Restez en compagnie des programmes de Kavi Média, le média de développement.